Ils nous entendent. Vous nous entendez? Oui, oui. Ok. Bonjour. Donc merci à Patrick de s'être rendu disponible pour répondre à nos questions. Ceux d'entre vous qui étaient là le 21 février au Cloud Business Center se souviennent qu'il s'agit de notre 12e rendez-vous annuel avec les proxys. Chaque année, depuis 12 ans, nous réunissons les agences de recommandation de vote les plus influentes en France. Donc, Glass Lewis, depuis son installation en Europe, nous fait l'honneur d'être présent avec ISS, Proxinvest et l'AFG, qui n'est pas exactement une agence de recommandation de vote, mais qui influe sur les décisions des investisseurs au moment des assemblées générales. Patrick était malheureusement souffrant le 21 et a accepté de se rendre disponible pour qu'on lui pose les mêmes questions qu'à Valentine Bonnet, Jeanne Leroy et Cédric Lavéry sur la préparation des assemblées générales. Donc la première question qu'on vous posera, Patrick, c'est la question du vote sanction. Cette année, ISS va appliquer la méthode que vous aviez annoncée déjà l'année dernière, à savoir un vote contre les sociétés qui auraient insuffisamment écouté votre point de vue lors des assemblées 2019. Et cet insuffisamment étant considéré par ISS et l'AFG comme plus de 20% de contestation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis à exécution l'année dernière ou vous aviez Oui. Et est-ce que vous avez l'intention de recommencer cette année? Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à préciser que c'est pas vraiment nécessairement qu'ils écoutent pas notre opinion. C'est le résultat du vote et ne votons pas. Nous faisons que recommander. Alors, face à une opposition significative de 20%, c'est vraiment la voix des actionnaires qu'ils n'écoutent pas, les cas. L'année dernière, on a pris en compte cette opposition et la réponse des émetteurs. Je dois dire que beaucoup de cas, les entreprises ont écouté. Ils ont soit fait des changements, soit adressé les points de vue de leurs actionnaires avec qui ils ont entamé un processus de dialogue déjà. Dans les cas où ça n'a pas été le cas, cette manque de réponse a influé sur notre recommandation, oui, et continuera à le faire l'année prochaine, cette année, cette saison. Est-ce que, donc, pour mémoire, il s'agit d'un vote contre le président du comité de rémunération et sinon un vote contre le président? On commence pas avec ça. Alors, si année zéro, on dit, c'était un vote contre la politique et il y a une opposition significative et pas de réponse, on passera avant une recommandation contre les membres du comité de rémunération à recommandation contre peut-être l'ex-poste. Ça dépend un peu de la raison pour les votes négatifs. Si c'est quelque chose à voir avec un bonus, surtout la rémunération variable, l'étape plus logique, c'est de recommander avant tout contre l'ex-poste, avant possiblement arriver à une recommandation contre les membres du comité de rémunération. Exception faite des situations dans lesquelles c'est une utilisation de la discrétionnalité que c'est le problème. Alors, c'est une décision prise par le conseil de la société, bien sûr, mais quand même examinée par le comité de rémunération. C'est plus simple de faire un lien direct entre la décision du comité et les leviers principaux de la recommandation négative. Alors, dans ces cas, on peut sauter des étapes, mais normalement, on continue dans les rémunérations, les résolutions sur la
une rémunération. D'accord. Sur ce que vous appelez la discrétionnalité, c'est cette année une nouveauté de la politique d'ISS, où l'ISS a annoncé la semaine dernière que pour autant que ce soit inscrit dans la politique de rémunération, on a accepté un pouvoir de discrétion du Conseil, à savoir que si le résultat du calcul mathématique des critères de variables donnait un résultat qui semblait incohérent au Conseil, le Conseil avait la marge de manœuvre de le corriger à la hausse ou à la baisse. Et Cédric Labeyrie a bien souligné que c'est plus facile à la baisse, mais que c'est en théorie dans les deux sens. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez également dans votre politique de vote? Oui, je ne sais pas si c'est explicité dans notre politique de vote, mais dans notre analyse, c'est quelque chose qu'on a toujours souhaité voir. Donc, pour voir des discrétionnalités au cas où les résultats mathématiques des incentives ne correspondent pas à la performance et l'expérience des actionnaires. Il faut dire que c'est quelque chose qui peut être évalué que dans l'ex-post, vraiment. C'est bien l'avoir dans la politique pour avoir la faculté de l'utiliser, mais l'utilisation sera ajoutée dans la résolution ex-post. On ne peut pas faire autrement. Mais les principes, c'est valide. D'accord, merci. Je propose que pour les questions, nous attendions la fin de cette partie sur la rémunération. On a encore quelques questions à poser à Patrick Fiorani. Alors, une question sur le ratio d'équité. Ça va être la première année du ratio d'équité en France. Quelles sont vos attentes sur le sujet? Alors, on se rend compte que c'est la première année, que l'ordonnance est arrivée un peu tard, et que la requête des 5 années peuvent pas toujours être simples à satisfaire chez les émetteurs. Comme première année, on souhaite que les émetteurs suivent la recommandation AFEP sur les périmètres de calcul, mais on ne basera pas des recommandations des votes sur ça. Au fait, on devra voir comme les méthodologies les premières années pour faire un état des lieux, voir la situation, un benchmark de marché, les bonnes pratiques qui se révèlent dans la réalité, dans les publications des documents 2020. Et après ça, peut-être on prendra on pourra penser à changer notre ligne guide. Mais comme donné, on n'est pas sûr que c'est trop significatif, en fait. Car c'est difficile de comparer d'une entreprise à l'autre. On n'a pas l'intention d'avoir un ratio absolu qu'il ne faut pas dépasser. On ne fonctionne pas comme ça. Peut-être la chose plus révélatrice de cette donnée sera les changements d'une année à l'autre, l'évolution. Pour mémoire, pour nos participants, la méthode d'AFEP qui a été annoncée donc le 30 janvier dernier, c'est de retenir comme périmètre de calcul au moins 80% de la masse salariale du groupe en France. Il dit un échantillon représentatif et les codes donnent comme exemple 80%. Effectivement, c'est plutôt représentatif. Sachant que en France, dans le CAC 40 par exemple, on a 13 sociétés où c'est la holding qui est cotée. Donc il y a 13 sociétés qui auraient pu se poser la question, mais qui se réclament du code AFEP-MEDEF, et donc vont probablement suivre ce mode de calculé sur le périmètre consolidé en France et non pas sur la société cotée. Oui, c'est en ligne avec l'esprit de la loi. Exactement. C'est pas exactement les mots décrits. Autre sujet, c'est la rémunération, les retraites chapeau. Donc, comme on sait, les retraites
dites retraite chapeau, ce sont les retraites à prestations définies, par différence avec les retraites à cotisation définie. Et les retraites à prestations définies, avec la loi, sont devenues caduques. Donc, une des questions qui se pose, c'est est-ce que les sociétés dont les dirigeants ou anciens dirigeants ont ce type de régime de retraite vont les remettre à l'ordre du jour, les faire revoter ou pas, et de quel montant. Jeanne Leroy et Cédric Lavéry avaient indiqué s'attendre à ce que les montants soumis au vote réduisent, puisque le dirigeant ne perd pas sa retraite en quittant l'entreprise avec la loi sur la portabilité. Est-ce que vous avez une attente sur ce sujet-là? Oui, on partage cette point de vue. En fait, on se pose la question si elles sont toujours utiles maintenant. C'était vraiment cet lien avec toute la carrière de l'entreprise que c'était la vraie fidélisation causée par ce type de pension. Alors, est-ce qu'il faut peut-être mieux changer, avoir notre dispositif? Ce n'est pas la seule option que les entreprises ont, mais s'ils décident de reproposer ce type de schéma, effectivement, il faudra prendre en compte le fait qu'il y a plus de risques, bien sûr. Alors, on veillera sur on cherchera d'interpréter un peu les montants maximum, qu'après, on ne sait jamais combien ce type de pension iront à coûter. Et de la même façon, sur le ratio d'équité, vous n'aviez pas de montant a priori. Sur les retraites chapeau, vous n'avez pas non plus de montant a priori. On s'atteindra en diminution, vous cet changement, même des changements des dispositifs, franchement. Enfin, dernier sujet d'actualité sur la rémunération cette année. C'est la première année que vous allez voter sur la rémunération des administrateurs plutôt que sur l'enveloppe globale de jetons de présence. C'est également la première année, c'est lié que va être publié le taux d'assiduité individuel de chaque administrateur. Là-dessus, quelles sont vos attentes? Vous attendez-vous à des changements? Vous attendez-vous à des problèmes? On attend plus de visibilité sur comment les administrateurs sont payés. Mais notre politique ne change pas au regard. Il y a des pays où on vote déjà sur ça. Et franchement, en France, les montants ne sont pas excessifs. Je ne vois pas qu'il y aura trop de sujets sur cette rémunération. Après, ça dépend de comment les émetteurs décident de répartir les votes, s'ils ont un séparé pour les administrateurs et un pour les mandataires sociaux exécutifs. Sinon, si c'est qu'un vote, le poids des exécutifs sera plus important, le poids de la rémunération du conseil. D'accord. Patrick Fiorani, nous allons autoriser nos participants à poser leurs questions. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez écrire votre question sur la partie chat et Patrick Fiorani répondra l'une après l'autre. Pas de questions pour l'instant? Non, pas d'accord. On attend encore une... Bon, je propose qu'on passe au deuxième sujet qui est la
la question de l'exemplarité des administrateurs et les attentes que vous avez sur la gouvernance de l'entreprise. C'était un sujet très important pour vous depuis 2-3 ans. Excusez-moi, une question. Une question sur la pertinence du ratio d'équité. Sur la pertinence du ratio d'équité. Comment allez-vous la juger? Oui, c'est ça vraiment la question. Tout d'abord, il faut savoir la méthodologie et le périmètre, mais probablement, ça fera pas une partie importante de notre analyse. Franchement, on continuera à s'appuyer sur les pay for performance, les comparaisons relatives à des pairs et la structure de la rémunération. Ça, les ratios d'équité, c'est une donnée en plus. S'il y a une divergence ou un changement dramatique d'une année à l'autre, on ira indaguer, à chercher les raisons pour ce changement. C'est ça qu'on envisage comme utilité. D'accord. Que dans la même entreprise. On ne pense pas au moment de faire des comparaisons. D'accord. Avons-nous une autre question? Non, pas que je vois. Donc sur le sujet, notre deuxième sujet de la gouvernance, sur les administrateurs, on a une question qui est la durée de mandat. ISS envisage de raccourcir la durée de mandat acceptable. C'est un mouvement qu'ISS amorce dans toute l'Europe et commence par l'Allemagne parce que ce sont des mandats traditionnellement, comme vous le savez, plus longs, de 5 à 6 ans en général, et ISS s'aligne sur 4 ans. En France, la durée moyenne d'un mandat est 4,2 années, c'est-à-dire 4 ans et un trimestre. Donc on est un peu au-dessus de 4 ans. Est-ce que vous-même vous vous opposez à des mandats de plus de 4 ans? Oui, on a fait ça depuis des années. Notre maximum, c'est 4 ans. Ça veut dire que vous vous opposez à des nominations ou à des renouvellements de plus de 4 ans? On s'oppose au président du comité de gouvernance et aux nominations chargées avec la partie gouvernance. Un autre sujet sur lesquels ISS et Proxinvest, par exemple, ont des positions divergentes, c'est l'indépendance des administrateurs et en particulier des présidents de comités d'audit. L'AFG et ISS sont pour l'indépendance du président de comité d'audit, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés en France. Et Proxinvest voit d'un bon œil que le président du comité d'audit soit le représentant, par exemple, de l'actionnaire de référence. Quelle est votre position là-dessus? Nous sommes avec ISS et l'AFG. On estime qu'il faut avoir un président indépendant. On n'exclut pas, bien sûr, la participation au comité des actionnaires importants. Même il y a deux actionnaires qui ont pallié entre eux, qui peuvent siéger sur les comités d'audit. Ça, c'est quelque chose qui fait du sens. Mais non, pour les présidents, on préfère avoir des présidents indépendants. Ce qui veut dire qu'un administrateur président de comité d'audit non indépendant qui serait en renouvellement cette année, comme c'est le cas de plusieurs d'entre eux cette année, vous allez voter contre? On pourrait, oui. Sur la question qui avait beaucoup agité les assemblées générales en 2019, c'est la raison d'être des entreprises. Donc seulement 2 sociétés ont voté leur raison d'être.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous attendez à ce que cette année encore ce soit un sujet majeur? Pas vraiment. On a un autre dialogue avec les émetteurs. On n'a pas trouvé une grande volonté d'écrire la raison d'être dans les statuts pour différentes raisons. Certains qui estiment que c'est pas nécessaire. Des autres qui sont prudents par rapport à insérer quelque chose de si spécifique dans leur document légal fondateur. De notre part, on veille surtout sur les droits des actionnaires. Jusqu'à il n'y a pas la possibilité que la raison d'être nuit à leur intérêt, c'est quelque chose qu'on laisse à l'entreprise, au conseil décider s'il peut inscrire, s'il ne peut pas, à la décider, à la clarifier, etc. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de l'avoir dans la culture de l'entreprise, comme elle est communiquée, c'est vraiment une raison d'être ou juste un changement en ligne de statut. Mais ce n'est pas quelque chose qui aura une influence sur notre recommandation, typiquement, au moins qu'il y a une situation particulière. D'une façon générale, dans la loi Pacte, il n'y avait pas seulement, la raison d'être, il y avait l'ensemble de la réflexion sur les parties prenantes au-delà des investisseurs et les performances extra-financières de l'entreprise, les critères RSE. Certaines entreprises ont inclus des critères RSE dans leurs critères de variables, mais ont essuyé parfois des scores d'approbation en baisse parce que les investisseurs ont estimé que ces critères étaient moins pertinents, moins précis que les critères financiers. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien sûr, l'objectif de la rémunération variable, c'est d'aligner les paiements aux exécutifs avec la performance de l'entreprise. Alors, il faut que les indicateurs soient liés à ça. L'enjeu, c'est communiquer comme ces objectifs RSE soient liés à la performance, à la stratégie de l'entreprise. Ils doivent être des choses bien intégrées avec les futurs et la direction dans laquelle l'émetteur veut aller. La faute, des fois, c'est qu'ils ne sont pas trop clairs, ils sont des fois génériques et on ne peut pas avoir une ligne directe entre l'attente des objectifs et un résultat pour l'entreprise. Il y a une typologie de critères RSE, la participation des indices, etc. On ne dit pas que c'est bien ou c'est mal, mais c'est différent qu'un critère, un indicateur interne pensé dans le contexte de la stratégie. L'avantage d'un côté, c'est fait par entière, ça comprend une liste de KPI, d'indicateurs. Le désavantage, c'est que d'un côté, souvent, c'est pas aspirationnel. Aspirationnel, j'espère c'est un mot. C'est pas l'objectif. Souvent, c'est pas une amélioration, mais c'est juste tenir la ligne maintenant. Souvent, car c'est déjà une vote A+, etc. Notre problème, c'est que ces tiers, cet émetteur des classifiques, etc. Peuvent souvent changer leur méthodologie c'est des fois un peu opaque et autrefois il peut changer d'une année à l'autre. Ça a du sens qu'ils répondent aux attentes. Il y a 5 années, la cybersécurité, peut-être ça ne fera pas une grande partie de ce type de calcul. Maintenant, ils doivent être là. C'est bien qu'il est là, mais ça peut être c'est pas trop clair, même du point de vue de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour améliorer leur score s'ils changent la méthodologie d'une année à l'autre.
Est-ce que vous avez un exemple de critères non financiers que vous aimez bien? Alors, les classiques qu'il est déjà présent avant ces dernières années, qui, d'un point de vue, signifie que c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la health and safety. C'est les taux d'accidents sur le travail, etc., dans certaines industries, dans certaines entreprises. C'est quelque chose qui a été là depuis des années, indiquant son importance à la performance de l'entreprise. Après, dans la boîte ESG, il y a un grand nombre de critères possibles. Et on ne pense pas qu'il y aura forcément des bons pour tous, mais c'est quelque chose de sectoriel au niveau de l'industrie et même de la spécificité de l'entreprise elle-même qu'il doit définir et communiquer critiquement. Donc, c'est important qu'ils communiquent à nous pourquoi ils ont décidé sur ces critères. Mais, merci. Est-ce qu'on laisse peut-être quelques secondes pour les questions? On n'a pas de questions sur cette partie, sur la rémunération qui va nous occuper beaucoup cette année. Oui. Ce que je propose, c'est qu'on continue à balayer ensemble. Et puis, s'il y a une question, on s'interrompra pour la prendre. Cette année, on a une nouveauté légale qui est le changement de comptage des scores et le vote abstentionniste pris en compte. Donc, pour mémoire, jusqu'à fin 2019, le score d'une résolution était calculé en divisant au numérateur le nombre de votes pour et par le dénominateur qui est le total des votants. Et cette année, le score d'une résolution sera le nombre de votes pour divisé par la somme du nombre de votes pour et du nombre de votes contre, sans compter les votes abstentionnistes. C'est un mode de calcul qui existe déjà depuis longtemps en France pour les sociétés qui ont le statut de société européenne. Donc, on a un nombre important de sociétés européennes déjà en France et dans le CAC 40. C'est nouveau pour beaucoup de sociétés. On a eu un peu peur tous que la mécanique de vote ne soit pas prête, mais ça y est, il semble que le bulletin soit enfin disponible. Est-ce que vous vous attendez d'une part à un changement du comportement des investisseurs et est-ce que vous-même, dans certains cas, vous recommandez un vote abstentionniste? En général, on recommande pour ou contre. Dans certains cas, on recommande l'abstention, mais c'est juste s'il y a un manque de documents. On n'a pas la base pour prendre ou pour recommander. Alors, ça passe en très, très peu de cas, car la loi exige la publication des documents en un certain tempistique, un certain temps. Et alors, c'est quelque chose qui s'est vérifié pas en France. Mais au niveau global, oui, des fois, on s'abstient car les documents ne sont pas publiés en temps pour nos clients, pour pouvoir donner des recommandations utiles. D'accord. Un sujet suivant, c'est sur les autorisations financières. Donc, la loi change et en autorisant davantage de décotes. C'est-à-dire que jusqu'ici, la loi autorisait 5% de décote maximum, ça sera 10%. Est-ce que vous avez une position là-dessus et est-ce qu'une société qui proposera une décote conforme à la loi et donc sans préciser que ce sera 5% et non pas 10%, vous allez vous opposer? Ah non, on suivra la loi sur ça. On n'est pas posé un peu plus de flexibilité. Après, c'est quand même bien utilisé. C'est la chose. Mais en général, non, on ne se posera pas par principe à des décotes de 10%.
la plupart des autorisations financières, on ne précise pas comment elle va être utilisée au moment où... Ah oui, exact. Donc, pour autant, vous votez favorablement. Oui. Donc aujourd'hui, vous n'attendez pas qu'on dise au moment de la délégation de compétences comment on va l'utiliser. On prend on prendra comme 10% là où légalement c'est possible. On prend toujours les maximums légaux quand ce n'est pas spécifié autrement. Mais comme je dis, c'est pas un problème. Et pour mémoire, votre seuil de dilution maximum sur les autorisations sans DPS, 10%. C'est 10% aussi. D'accord. Enfin, un dernier sujet, c'est la question de la transparence. Donc, chaque année, les entreprises sont de plus en plus transparentes. Lors de notre table ronde du 21 janvier, vos pairs ont formulé des attentes encore plus importantes sur les sujets de transparence. Je donne des exemples. L'AFG souhaite savoir le nombre de bénéficiaires des plans d'action de performance ou de stock options futures pour voir si c'est un petit noyau autour des mandataires sociaux ou si c'est 10 000 personnes. L'AFG également attire l'attention sur le fait que la hiérarchisation des risques et l'information financière sur la hiérarchie des risques fait partie des attributions du comité d'audit et souhaite avoir plus de reporting sur le fait que c'est là. L'AFG toujours souhaite avoir plus d'informations sur le mode de désignation des représentants des salariés actionnaires, c'est-à-dire comment ça se passe là. L'ensemble des personnes autour de la table ronde, c'est-à-dire ISS, Proxinvest et l'AFG, souhaitaient en savoir davantage sur les matrices de compétences du conseil d'administration, un sujet que vous aviez présenté vous-même l'année dernière, et sur la formation continue des administrateurs. Est-ce que sur ces 4 sujets, 4 exemples de sujets sur lesquels vos pairs attendent davantage d'informations, est-ce que vous avez également des attentes ou est-ce que vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez davantage d'informations? Alors, tous les sujets évoqués, ça seront des informations utiles et bienvenues là où elles seront publiées. Sinon, outre ça, il y a peut-être un peu plus de transparence à avoir sur les cibles pour la rémunération variable. Pas ex ante, mais au moins ex post. Maintenant, la meilleure pratique, c'est de publier les taux d'attente, mais on espère dans une évolution future dans le sens de publier ex post les cibles elles-mêmes. Mais c'est pas quelque chose qu'on exige cette année, c'est quelque chose qu'on aimerait voir. Les points sur les administrateurs salariés, c'est aussi intéressant, surtout maintenant qu'ils sont ils ont un pourcentage plus grand des administrateurs autour de la table, mais c'est pas quelque chose sur lequel on a une politique. Mais s'il y a un jour, il y a une meilleure transparence sur ces points-là, c'est quelque chose qu'on pourra aborder. Et sur les matrices de compétences, qui était votre sujet d'actualité 2019, quel enseignement tirez-vous c'est la première année, 2019, que vous appliquiez cette approche. Quel enseignement en tirez-vous? Il y a quelques choses qui nous a surpris quand on a fait un état des lieux au niveau Europe continentale des compétences qu'on a attribuées pendant l'année. Alors, grosso modo, parmi les plus importants, il y a la compétence financière et la compétence dans les business de base de l'entreprise. Au niveau financier, il y a beaucoup d'expérience en France et au niveau de l'Europe continentale. On était un peu surpris
puis à voir que la compétence core business, on l'appelle, n'est pas si représentée. Qu'est-ce que vous appelez core business? C'est la... Un exemple, par exemple. Alors, pour... je sais pas, Lagardère, ça peut être publishing and media. C'est le secteur, ça c'est plutôt... c'est les exécutifs qui représentent sa compétence. Oui, mais vous que le rôle du conseil, c'est aussi de veiller sur leur performance, leurs travaux. S'il y a un manque de compétences comparables, ça peut être difficile de challenger. Et c'est ça un peu les risques qu'on court quand il n'y a pas, quand il y a absence de cette compétence de base. Comme on a vu dans certaines situations, la première à laquelle je pense, c'est les cas Tesco au Royaume-Uni. C'était une chaîne de supermarchés. Il y avait beaucoup de compétences financières, mais pas dans le cadre de retail. Et ils n'ont pas challengé le management sur de la comptabilité très agressive de certains revenus. Ça pose la question du conflit d'intérêt parce que quelqu'un qui serait très bon sur le secteur peut être un concurrent, peut être un consultant, peut être... Oui, mais... Mais vous avez des exemples où les sociétés ont réussi à rassembler cette compétence autour de la table? Pas une entreprise spécifique, mais vraiment maintenant. Il faut dire qu'on n'a pas rencontré d'entreprise où c'est complètement absente. C'est juste un ou deux administrateurs. C'est peut-être souhaitable avoir plus. En fait, on n'a pas une opinion très forte. On a juste constaté quelque chose de peu surprenant, quelque chose de quoi on parle avec les amateurs dans le contexte de notre réunion d'engagement. Une autre chose, c'est on a de la difficulté à attribuer des compétences RSE. D'une partie, c'est probablement pas surprenant, car quand la plupart des administrateurs étaient à l'apex de leur carrière, ce type de rôle n'existait pas. Donc, il y a des années, il n'existait pas un head of sustainability, etc. Et aussi, on se demandait, est-ce que c'est nécessaire d'avoir des experts techniques dans ce domaine, même s'il y a un comité spécifique chargé avec la supervision de ce type de performance. C'est quelque chose qui m'a surpris un peu. C'est quelque chose, c'est une conversation qu'on a toujours avec les émetteurs quand on leur parle. Et on n'a pas encore pris une opinion claire sur ça, mais c'est quelque chose qu'on regarde. Je crois que nous avons une question de Luc Jeanneney qui a une grande expérience d'administrateur salarié lui-même. Question sur comment concilier la diversité des profils d'administrateurs et en particulier l'internationalisation et comment appréciez-vous l'impact sur la tenue des conseils? Oui, c'était quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Luc, je propose qu'on prenne. Apparemment, vous avez deux questions séparées. On va peut-être prendre la première question sur les profils d'administrateurs et l'international, et on reviendra sur la question de la place de la vidéoconférence et du point de la FG là-dessus. Alors, l'internationalisation des conseils, c'est une tendance qu'on voit depuis quelques années. C'est la première année qu'on a des données systématiquement recueillies. Ça n'a pas suscité trop de peur d'une faible internationalisation jusqu'à maintenant pour nous. En général, les entreprises françaises ont au moins quelques étrangers, que ce n'est pas le cas dans tous les pays européens. Alors,
en fait, on n'a pas des opinions très fortes sur ces points-là. Surtout en France où, effectivement, il y a toujours un élément international dans la plupart des conseils. Sur la deuxième partie de la question, sur la vidéoconférence, c'est un point que nous avons pas abordé dans ce résumé. Dans le calcul du taux d'assiduité individuelle, l'AFG souhaiterait différencier l'assiduité en ce qu'on appelle en mauvais français présentiel, c'est-à-dire en présence physique, et la participation aux vidéoconférences, jugeant que c'est pas la même qualité d'assiduité, alors que la loi les met sur le même plan. En France, la possibilité d'avoir des réunions de conseil avec une vidéoconférence a fortement fait augmenter l'internationalisation des conseils et notamment la place des administrateurs de nationalité américaine. Est-ce que vous avez un point de vue là-dessus? C'est une donnée qu'on aimerait avoir, mais on n'a pas de lignes guides. Sur ça, ça dépend du contexte. Une situation où il y a un taux d'activité faible pour un administrateur français et la plupart de ces interventions sont par vidéoconférence, on peut se poser des questions. Là où une situation avec un bon taux d'assiduité pour un administrateur étranger, américain, chinois, qui quand même habite très loin du siège social, on peut comprendre la nécessité. Alors, c'est une donnée qu'on interprétera cas par cas, là où elle est nous donnée. On encourage les émetteurs à publier ce type de précisions sans avoir peur de se trouver une difficulté avec les proxys. Au moins, pour nous, c'est pas forcément un point négatif. Et pour mémoire, en termes de politique de vote, vous demandez une assiduité minimum de 75% sur les 3 dernières années. Oui. Est-ce que nous avons d'autres questions? On va peut-être vous laisser quelques secondes et sinon nous allons remercier notre invité, Patrick Fiorani, peut-être remercier chacun de vous. C'était la première fois que nous proposions une intervention par webcast. Nous aimerions aussi avoir votre feedback là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qu'on devrait généraliser parce que ça permet aussi à ceux d'entre vous qui ne peuvent pas être libres lors d'un événement de participer quand même et profiter de toute la pédagogie de personnes comme Patrick Fiorani. Le webcast sera également disponible en replay sur notre chaîne YouTube avec le webcast intégral du 21 janvier. Donc je vous encourage aussi, si vous avez plus tard d'autres questions, à adresser un email à Patrick Fiorani. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous pour les questions et pour écouter. Il enregistre encore.